Imaginez deux images. D'un côté, les ruines silencieuses d'une usine à Détroit. Le métal rouillé, les vitres brisées, l'écho d'une gloire passée. C'est le cimetière d'un empire industriel. De l'autre, une usine Toyota, brillante, presque chirurgicale. Des robots dansent dans une chorégraphie parfaite. Le silence n'est pas celui de la mort, mais de l'efficacité absolue. Dans les années 60, la capitalisation boursière de General Motors était 50 fois supérieure à celle de Toyota. Aujourd'hui, Toyota vaut plus que Ford, General Motors et Stellantis réunis. Comment ce renversement a-t-il pu se produire? Ce n'est pas l'histoire d'une meilleure voiture, c'est l'histoire d'une arme secrète, une philosophie qui a été forgée dans le Japon d'après-guerre et qui a, silencieusement, conquis le monde. Une arme qui a coûté des centaines de milliers d'emplois américains et a transféré des trillions de dollars de richesses de l'Ouest vers l'Est. Quelle est cette méthode qui a permis à un outsider de détrôner les rois? Pour comprendre ce séisme économique, il faut remonter au milieu du XXe siècle. L'Amérique est la superpuissance incontestée. Ses usines ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Détroit est le cœur battant du capitalisme mondial. General Motors, Ford et Chrysler, les Big Three, ne construisent donc pas seulement des voitures, ils construisent le rêve américain. Des véhicules grands, puissants, chromés, symboles d'une confiance et d'une prospérité qui semblent sans limite. Le système est simple, la production de masse. Inventé par Henry Ford, il consiste à produire d'énormes quantités de pièces, à les stocker dans de vastes entrepôts et à les assembler sur des lignes gigantesques. C'est un système rigide, coûteux, mais avec le marché américain captif, il fonctionne. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, le Japon est en ruine. Son industrie est anéantie. C'est dans ce contexte de pénurie et de nécessité absolue que la famille Toyota, alors fabricant de métiers à tisser, décide de se lancer dans l'automobile. Ils n'ont pas les ressources, pas les usines, pas le marché. Ils n'ont qu'une seule chose, une approche radicalement différente du problème. Tout commence avec un homme, Taiichi Ohno, un ingénieur de Toyota. Dans les années 50, il visite les usines Ford à Détroit. Il est impressionné par l'échelle, mais horrifié par le gaspillage. Des montagnes de pièces détachées qui attendent, des travailleurs qui effectuent des tâches répétitives sans réfléchir. Une qualité médiocre masquée par des retouches en fin de chaîne. Ohno comprend que Toyota ne pourra jamais gagner en copiant ce modèle. Il doit l'inverser. Il ne s'agit plus de pousser la production en masse, mais de laisser le client tirer la production. C'est la naissance du concept de juste à temps. L'idée est d'une simplicité révolutionnaire. Ne produire que ce qui était nécessaire, quand c'est nécessaire et dans la quantité nécessaire. Fini les entrepôts gigantesques et les coûts de stockage colossaux. Chaque pièce arrive sur la ligne d'assemblage précisément au moment où elle doit être installée. C'était une hérésie pour les managers américains dont la puissance se mesurait à la taille de leur stock. Pour Toyota, le stock n'était pas un actif mais un déchet, un muda, qui cachait les problèmes. Mais le juste à temps n'était qu'une partie de l'équation. L'autre pilier était un concept presque spirituel. Le Kaizen, ou l'amélioration continue. Chez Ford ou General Motors, l'ouvrier était un rouage interchangeable. Sa seule tâche était d'exécuter, pas de penser. Chez Toyota, chaque employé, du plus humble au plus qualifié, était considéré comme un expert. Chacun avait le pouvoir, et même le devoir, d'arrêter toute la chaîne de production s'il détectait le moindre défaut. Un simple cordon, appelé andon, pendait au-dessus de chaque poste. Le tirer signalait une anomalie. Imaginez cela à Détroit. Arrêter une chaîne de production coûtait une fortune et était impensable. Chez Toyota, un arrêt n'était pas un problème, c'était une opportunité. Une opportunité de trouver la cause racine du défaut, de la corriger immédiatement et de s'assurer qu'elle ne se reproduise plus jamais. Lentement, Toyota transformait ses usines en organismes apprenants, qui devenaient chaque jour un peu plus parfaits, un peu plus efficaces. Les premières Toyota arrivent sur le marché américain dans les années 60. La Corona, la Corolla. Elles sont petites, sous-motorisées et semblent presque ridicules à côté des immenses Cadillac et Mustang. La presse américaine les surnomme des jouets. Les patrons de Détroit rient. Ils ne voient pas la menace. Ils voient un produit inférieur pour un marché de niche. Ils ne comprennent pas que Toyota ne vend pas une voiture, mais une promesse, la fiabilité. Pendant que les voitures américaines, complexes et mal assemblées, passent leur temps au garage, les Toyota, elles, démarrent, tous les matins. Elles ne fuient pas, elles ne tombent pas en panne. Cette obsession de la qualité, issue du Kaizen et de la responsabilisation des employés, commence à construire une réputation indestructible. C'est un travail de l'ombre, invisible sur les bilans financiers trimestriels, mais qui tisse une toile de confiance avec des millions de consommateurs. Puis, en 1973, le monde bascule. L'OPEP décrète un embargo sur le pétrole. Le prix de l'essence quadruple en quelques mois. Soudain, les puissants moteurs V8 américains, qui consomment plus de 20 litres,
aux 100 km, ne sont plus un symbole de puissance, mais un fardeau financier. C'est le choc. Des files d'attente interminables se forment devant les stations-service. Le rêve américain est à l'arrêt, au bord de la route. Et dans ce chaos, les petites Toyota Corolla, qui consomment 3 fois moins, apparaissent comme une révélation. Ce n'est plus une voiture de niche, c'est une solution rationnelle. Les ventes de Toyota explosent. Ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'une stratégie à long terme qui a anticipé la nécessité de l'efficacité, une vertu que Detroit, dans son arrogance, avait complètement ignorée. La crise n'a pas créé le succès de Toyota, elle n'a fait que le révéler au grand jour. La réaction de Détroit est un cas d'école de déni stratégique. Au lieu de voir la crise pétrolière comme un changement de paradigme fondamental, les dirigeants américains la considèrent comme une anomalie temporaire. Ils sont convaincus que le consommateur américain reviendra toujours à ses amours, les grosses voitures. Ils font pression sur Washington pour obtenir des mesures protectionnistes, des quotas sur les importations japonaises. Ils lancent quelques modèles compacts, comme la Ford Pinto ou la Chevrolet Vega, mais ils le font à contre-cœur. Ces voitures sont conçues à la hâte, mal construites, et deviennent des désastres en termes de sécurité et de fiabilité. La Pinto, par exemple, avait une fâcheuse tendance à exploser en cas de choc arrière. Au lieu de concurrencer Toyota sur son terrain, la qualité et l'efficacité, Detroit a essayé de gagner du temps, en espérant que le monde revienne en arrière. Mais le monde, lui, ne regardait plus que vers l'avant. Face aux barrières douanières et aux quotas, Toyota prend une décision qui va changer la face de l'industrie mondiale. Une décision d'une audace folle. Si l'Amérique ne veut pas de nos voitures importées, alors nous allons construire nos voitures en Amérique avec des ouvriers américains. C'est un pari immense. Le consensus de l'époque était que les ouvriers américains, syndiqués et considérés comme paresseux, étaient incapables d'appliquer la discipline du système de production Toyota. En 1984, Toyota s'associe à son rival General Motors pour rouvrir une usine fermée en Californie. Le projet s'appelle NUMMI. Toyota apporte son système de management, GM apporte l'usine et les ouvriers. C'était un test grandeur nature. Le monde entier regardait. Le résultat allait stupéfier jusqu'aux plus hauts dirigeants de General Motors. L'expérience NUMMI a été une révolution. Les mêmes ouvriers de GM, qui quelques années plus tôt étaient les considérés comme les pires de tout le système, produisèrent désormais des voitures avec une qualité égale, voire supérieure, à celles fabriquées au Japon. Le secret n'était pas la nationalité des travailleurs, mais le système dans lequel ils opéraient. Toyota leur a donné du pouvoir, les a écoutés, les a intégrés dans le processus de Kaizen. L'absentéisme a chuté, la productivité a grimpé en flèche. Pour les cadres de GETS qui venaient à visiter l'usine, c'était un choc culturel. Ils voyaient des ouvriers américains travailler en équipe, résoudre des problèmes et être fiers de leur travail. NUMMI a prouvé que la magie de Toyota n'était pas japonaise, elle était universelle. Et pendant que GM essayait, sans grand succès, de copier ses leçons dans ses autres usines, Toyota utilisait cette expérience pour construire son propre empire industriel au cœur même de l'Amérique. Alors que Toyota consolidait sa domination sur le marché des voitures grand public, l'entreprise préparait son coup le plus audacieux. Le projet portait le nom de code F1 pour la Flagship Number One. L'objectif, créer une voiture de luxe capable de battre Mercedes-Benz et BMW sur leur propre terrain. La qualité, la performance, le silence. Personne à Détroit ou en Allemagne ne croyait qu'une marque connue pour ses petites voitures économiques pouvait y parvenir. En 1989, après des années de développement secret et des milliards de dollars investis, Toyota a dévoilé la Lexus LS 400. L'effet a été sismique. La voiture était plus silencieuse, plus douce et selon de nombreux experts, mieux finie que ses rivales allemandes pour un prix bien inférieur. La célèbre publicité montrait une pyramide de 15 coupes de champagne posée sur le capot, le moteur tournant à plein régime. Pas une seule goutte ne tombait. Lexus n'a pas seulement humilié les constructeurs allemands, elle a porté un coup fatal au prestige des marques américaines comme Cadillac et Lincoln. L'ascension de Toyota et la chute de Détroit ont eu des conséquences financières et sociales dévastatrices. Chaque voiture Toyota vendue était une voiture américaine invendue. Les usines ont commencé à fermer les unes après les autres dans le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie. Cette région, autrefois le cœur industriel de l'Amérique, a été rebaptisée la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Des centaines de milliers d'emplois bien payés ont disparu.
Les villes comme Détroit, Flint ou Cleveland ont sombré dans une crise économique profonde avec une augmentation du chômage, de la pauvreté et de la criminalité. Ce n'était pas seulement une défaite industrielle, c'était la fin d'un pacte social. La promesse qu'un travailleur sans diplôme pouvait, par son travail à l'usine, accéder à la classe moyenne, acheter une maison et envoyer ses enfants à l'université était brisée. La richesse ne se créait plus à Détroit, elle était aspirée vers le Japon et, plus tard, vers les nouvelles usines Toyota du sud des États-Unis. Le système de production Toyota n'était pas seulement une méthode d'ingénierie, c'était une philosophie financière. En éliminant le gaspillage à chaque étape, Toyota a créé une structure de coûts incroyablement basse, pendant que GM et Ford étaient écrasés par des coûts fixes énormes, des stocks gigantesques et des obligations de retraite et de santé colossales envers leurs anciens employés. Toyota était une machine à cash. L'entreprise était légère, agile. Cet avantage financier n'était pas utilisé pour verser des dividendes extravagants aux actionnaires comme c'était la mode à Wall Street. Il était systématiquement réinvesti dans la recherche et le développement. Toyota planifiait sur des décennies, pas sur des trimestres. Cette vision à long terme leur a permis de prendre des paris audacieux, des paris que leurs concurrents américains, obsédés par les résultats immédiats, ne pouvaient même pas imaginer. Le meilleur exemple de cette vision à long terme est la Prius. À la fin des années 90, alors que l'essence était bon marché et que Détroit célébrait le retour en force des énormes SUV, les ingénieurs de Toyota travaillaient en secret sur une technologie radicale, le moteur hybride essence-électrique. C'était un projet extraordinairement complexe et coûteux. Beaucoup au sein même de Toyota pensaient que c'était une folie. Mais la direction a persisté, convaincue que la dépendance au pétrole était une vulnérabilité stratégique à long terme. Lorsque la Prius a été lancée en 1997, elle a été accueillie avec scepticisme. Mais Toyota a patiemment amélioré la technologie, baissé les coûts et a attendu. Quand les prix du pétrole ont de nouveau flambé dans les années 2000, Toyota n'avait pas seulement une voiture, elle avait une décennie d'avance technologique sur le reste du monde. Détroit, une fois de plus, était pris au dépourvu. La crise financière de 2008 a été le coup de grâce. Le marché du crédit s'est effondré et avec lui les ventes de voitures, en particulier les gros SUV et pick-up très rentables qui étaient la dernière bouée de sauvetage de Detroit. General Motors et Chrysler, déjà fragilisés par des décennies de mauvaise gestion et de coûts écrasants, se sont retrouvés en faillite. Ils n'ont survécu que grâce à un plan de sauvetage massif de plusieurs dizaines de milliards de dollars du gouvernement américain. C'était une humiliation nationale. Les géants, qui avait symbolisé la puissance de l'Amérique, était à genoux, mendiant l'aide des contribuables. Pendant ce temps, Toyota, grâce à sa gestion financière prudente et à ses énormes réserves de cash, a traversé la crise sans aide gouvernementale. La crise n'a fait qu'entériner ce que tout le monde savait déjà. Le roi était mort et le nouveau roi du monde automobile était japonais. La victoire de Toyota est avant tout une victoire culturelle. Elle a redéfini le sens de l'expression « Made in Japan ». Avant Toyota, cette étiquette était synonyme de produits bon marché et de mauvaise qualité. Après Toyota, elle est devenue un gage d'excellence, de fiabilité et de technologie avancée. Ce changement de perception a ouvert la voie à d'autres géants japonais comme Sony, Panasonic ou Honda. À l'inverse, l'image de Made in America dans l'automobile a été durablement ternie. Les voitures américaines sont devenues le symbole d'une industrie arrogante, résistante au changement et déconnectée des besoins des consommateurs. C'est une blessure narcissique profonde pour une nation qui s'est construite sur sa puissance industrielle. La bataille ne s'est pas jouée sur l'acier et le chrome, mais dans l'esprit de millions de consommateurs à travers le monde. L'un des aspects les moins connus de la stratégie de Toyota est sa relation avec ses fournisseurs. Les constructeurs américains avaient une relation conflictuelle avec les leurs. Ils les mettaient en concurrence féroce, les pressant sur les prix jusqu'à l'étranglement, ce qui se traduisait souvent par une baisse de la qualité des pièces. Toyota a adopté une approche radicalement opposée. Ils ont créé un réseau de fournisseurs partenaires, le Keiretsu. Ils ne cherchaient pas le prix le plus bas, mais le meilleur partenaire à long terme. Toyota partageait son savoir-faire, aidait ses fournisseurs à mettre en place le système de production Toyota dans leurs propres usines et garantissait des contrats sur le long terme. En retour, ils exigeaient une qualité irréprochable et une collaboration totale. Ce système a créé une chaîne d'approvisionnement incroyablement résiliente et efficace, une arme invisible mais redoutable contre la concurrence. Analysons la confrontation sous l'angle de deux philosophies de management. À Détroit, le modèle était celui du génie solitaire.
Des dirigeants charismatiques comme Lee Iacocca ou Bob Lutz prenaient des décisions audacieuses, souvent basées sur l'intuition. Le pouvoir était centralisé, la hiérarchie rigide. C'était une culture de stars. Chez Toyota, la philosophie était celle de l'intelligence collective. Le pouvoir était décentralisé, les décisions importantes émergeaient d'un long processus de consensus appelé Nemawashi, où toutes les parties prenantes étaient consultées. Le PDG n'était pas une star, mais un chef d'orchestre, un gardien de la culture. Cette approche, plus lente en apparence, produisait des décisions plus robustes, mieux acceptées, et évitait les erreurs stratégiques catastrophiques qui ont jalonné l'histoire récente des constructeurs américains. Le rôle des syndicats est également un facteur clé. Le syndicat UAW, United Auto Workers, était extrêmement puissant à Détroit. Il a obtenu des salaires et des avantages sociaux très généreux pour ses membres, mais il a aussi contribué à créer une culture de confrontation et de rigidité. Les contrats deals syndicaux, longs de plusieurs centaines de pages, définissaient chaque tâche dans les moindres détails, rendant toute forme de flexibilité ou de polyvalence essentielle au Kaizen, presque impossible. Lorsque Toyota a construit ses usines dans le sud des États-Unis, elle a choisi des États où les syndicats étaient faibles ou inexistants. Cela leur a permis d'instaurer leur propre culture de travail basée sur la collaboration et la flexibilité, sans la résistance d'une structure syndicale rigide. Ce n'est pas une critique du syndicalisme, mais le constat d'un choc entre deux modèles sociaux et organisationnels. Même la conception des produits reflétait cette différence de philosophie. Détroit excellait dans le design émotionnel, le style, la puissance brute. Il vendait un rêve, une image. Toyota, au début, se concentrait sur la fonctionnalité, la rationalité, l'ingénierie. Une Toyota était avant tout un outil fiable pour aller d'un point A à un point B. Mais avec le temps, Toyota a appris à maîtriser le design et l'émotion, comme le prouve le succès de Lexus ou de certains modèles plus récents. En revanche, Détroit a eu beaucoup plus de mal à maîtriser la qualité et la fiabilité. Il s'avère qu'il est plus facile d'apprendre à dessiner une belle carrosserie que de changer en profondeur la culture industrielle et l'obsession de la qualité d'une organisation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Toyota a gagné parce qu'elle a maîtrisé les fondamentaux avant de s'occuper des apparences. Cette histoire est une tragédie de l'arrogance. Les dirigeants de General Motors dans les années 60 et 70 étaient au sommet du monde. Ils croyaient sincèrement qu'ils étaient invincibles. Ils ne voyageaient pas au Japon pour apprendre, ils ne lisaient pas les rapports sur ce nouveau système de production. Ils étaient aveuglés par leur propre succès, ils ont sous-estimé leurs concurrents, le méprisant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est le syndrome de l'empire dominant qui, confiant dans sa puissance, ne voit pas les barbares qui s'accumulent à ses portes. Toyota, au contraire, a toujours cultivé une culture de l'humilité et de la paranoïa constructive. Il se considérait toujours comme l'outsider qui devait se battre plus fort. Cette mentalité est peut-être leur arme la plus secrète et la plus durable. En fin de compte, la victoire de Toyota n'est pas seulement celle d'une entreprise sur d'autres. C'est la victoire d'un système, d'une idée. L'idée que l'efficacité prime sur la taille. L'idée que l'intelligence collective est supérieure au génie individuel. L'idée que la vision à long terme triomphe de la recherche de profits à court terme. C'est la victoire de la méthode sur la force brute. Les principes du système de production Toyota ont depuis été adoptés bien au-delà de l'industrie automobile. Dans les hôpitaux, dans le développement de logiciels, dans la logistique. Ils sont devenus le nouveau standard mondial de l'excellence opérationnelle. Détroit n'a pas été vaincu par des voitures, mais par une idée plus puissante. Une idée qui continue de façonner notre économie aujourd'hui. Le champ de bataille économique a changé aujourd'hui. Les nouveaux géants ne s'appellent plus General Motors, mais Tesla ou le chinois BYD. L'enjeu n'est plus l'efficacité d'un moteur à essence, mais la maîtrise des batteries électriques et du logiciel. Pourtant, les leçons de l'histoire de Toyota résonnent avec une force incroyable. L'arrogance des acteurs établis, la sous-estimation des nouveaux entrants, l'importance d'une vision à long terme et d'une culture d'amélioration continue. Les constructeurs automobiles traditionnels, y compris Toyota, sont aujourd'hui confrontés à leur propre moment Toyota. Ils sont les nouveaux géants que de nouveaux outsiders plus agiles et affamés cherchent à détrôner. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et les mêmes erreurs stratégiques conduisent inévitablement aux mêmes cimetières industriels. Alors, que nous apprend réellement cette guerre économique ? Que la puissance n'est jamais acquise. Qu'un empire, aussi grand soit-il, peut s'effondrer non pas à cause d'une attaque frontale, mais à cause de ses propres faiblesses internes. L'arrogance, la résistance au changement et l'incapacité à voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Le secret de Toyota n'était pas une technologie brevetée ou une ressource rare. C'était une philosophie
Une obsession implacable pour l'élimination du gaspillage et l'amélioration continue. Une idée simple mais dont la mise en œuvre a exigé des décennies de discipline et de courage. Aujourd'hui, alors que de nouvelles révolutions technologiques redessinent la carte du pouvoir économique, la vraie question est, qui sont les Toyota de demain? Et qui sont les Détroits qui, en ce moment même, rient de ces jouets qui finiront par les détruire? Pensez-vous que les constructeurs automobiles traditionnels ont vraiment appris la leçon? Ou sont-ils condamnés à répéter les mêmes erreurs face à Tesla et aux constructeurs chinois? Dites-le nous dans les commentaires.